Mon petit-fils est remonté de la cave, pâle et tremblant. Mamie, fais un sac. On s'en va. N'appelle personne. J'étais perdu. Qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, fais-moi juste confiance. 20 minutes plus tard, mes enfants n'arrêtaient pas d'appeler. Ne leur réponds pas. Son visage était pâle. Il s'est assis en face de moi et n'a pas parlé pendant un long moment. Fais un sac, a-t-il finalement dit. Tout de suite. Quoi? On s'en va. N'appelle personne. On part maintenant. Owen, qu'est-ce qui ne va pas? Mamie, s'il te plaît, fais-moi juste confiance. Nous devons quitter cette maison immédiatement. Je l'ai dévisagé. Mon petit-fils, qui n'avait jamais peur facilement, avait les mains qui tremblaient. C'est ma maison. Je sais, mais ce n'est pas sûr. Qu'est-ce que tu veux dire par « pas sûr » ? Il m'a montré son téléphone. Des photos de quelque chose dans la cave. Je ne comprenais pas ce que je regardais. Quelqu'un a fait ça exprès. Il a dit « fais tes valises ». Maintenant, 20 minutes plus tard, nous étions dans son camion, nous éloignant de la maison que mon défunt mari avait construite de ses propres mains, la maison où j'avais vécu pendant 40 ans. Mon téléphone a commencé à sonner. Owen a regardé l'écran. Ne réponds pas. Pourquoi pas? Il n'a rien dit, il a juste continué à conduire. Je m'appelle Claire Bennett. J'ai 68 ans et voici l'histoire de comment mon petit-fils m'a sauvé la vie. Avant de continuer, veuillez laisser un commentaire nous disant d'où vous nous regardez et abonnez-vous à la chaîne Never to All. Nous créons une communauté de personnes qui savent que nos meilleurs chapitres peuvent arriver à tout âge. Maintenant, retournons à l'histoire. Le mal de tête m'a réveillé avant l'aube, encore une fois. Je suis resté immobile dans mon lit, essayant de ne pas bouger la tête. La pièce tanguait si je tournais trop vite. Mon estomac se soulevait. Ces matins étaient devenus une routine au cours des 2 derniers mois. Mais savoir à quoi m'attendre ne rendait pas les choses plus faciles. J'ai tendu la main de l'autre côté du matelas. Le côté de Walter. Des draps froids, lisses et intacts. 4 ans maintenant que la crise cardiaque l'avait emporté. Certains matins, j'oubliais encore. La nausée a frappé plus fort. Je me suis assise lentement, en m'agrippant à la table de chevet. Mes mains paraissaient minces dans la lumière grise qui filtrait à travers les rideaux. Quand avais-je perdu autant de poids? Le médecin disait que c'était normal à 68 ans. Les choses ralentissent, disait-il. Votre corps change. J'ai réussi à atteindre la salle de bain et je me suis aspergé le visage d'eau. La femme dans le miroir avait l'air pâle. Plus vieille que dans mon souvenir. J'ai encore perdu quelques kilos ce mois-ci. Mes vêtements étaient maintenant amples. La cuisine était plus facile à parcourir si je me tenais au mur. J'ai passé ma main le long de la simesse que Walter avait installée il y a 30 ans. Il l'avait poncée jusqu'à ce qu'elle soit lisse, avait appliqué 3 couches de finition. Son travail recouvrait chaque surface de cette maison, les armoires qu'il avait construites en chêne, les étagères encastrées dans le salon, la rampe d'escalier qu'il avait sculptée à la main. Walter a construit cette maison, il n'a pas engagé d'entrepreneur, c'était lui. 2 ans de travail, de 1982 à 1984. Il rentrait des chantiers et travaillait sur notre maison jusqu'à la tombée de la nuit. Steven avait 2 ans à l'époque, un bambin qui suivait son père partout, essayant de tenir le marteau que Walter lui avait donné. Trop lourd pour ses petites mains, mais il essayait quand même. J'ai rempli la cafetière à l'évier. À travers la fenêtre, je pouvais voir l'érable que Walter avait planté à la naissance de Steven, âgé de 45 ans maintenant. Cet arbre était toujours debout. L'odeur du café qui infusait était bonne, mais mon estomac disait non. Je me suis assise à table, les mains enroulées autour de la tasse chaude. Je ne l'ai pas bu, je l'ai juste tenu. Il y a 2 semaines, l'ambulance est venue. J'avais été trop faible pour me tenir debout. Nancy, ma voisine, m'a trouvé sur le sol de la salle de bain et a appelé le 911. L'hôpital a fait des tests, des analyses de sang, des scanners, des questions. Un jeune médecin aux yeux bienveillants a tiré une chaise à côté de mon lit. Madame Bennett, votre sang montre un taux élevé de monoxyde de carbone. Je l'ai regardé, perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez été exposé. Avez-vous un détecteur de monoxyde de carbone chez vous? Oui, mon fils l'a vérifié le mois dernier.
Et votre voiture? La faites-vous tourner dans un garage attenant? Le garage est détaché et je conduis à peine maintenant. Il a pris des notes sur sa tablette. Steven est arrivé à ce moment-là, encore en tenue de travail. Il avait l'air inquiet. Il a parlé au médecin dans le couloir où je ne pouvais pas entendre. Quand il est revenu, il s'est assis sur le bord de mon lit. Maman, le médecin pense que tu as peut-être laissé ta voiture en marche dans le garage. Tu te souviens de l'avoir fait? J'ai essayé de réfléchir. L'avais-je fait? Ma mémoire était floue ces derniers temps. Je ne pense pas. Tu as été confuse. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Steven m'a ramené à la maison ce jour-là, s'est assuré que j'entrais en toute sécurité, a vérifié le détecteur lui-même, a appuyé sur le bouton de test, il a bipé. Il a dit, tu vois, maman, ça marche bien. Tu es en sécurité. Mais je ne me sentais pas en sécurité. Un camion s'est garé dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Owen sortir. 24 ans, bâti comme son grand-père. Il portait un jean taché de peinture et une ceinture à outils autour de la taille. La ceinture à outils de Walter. Je la lui avais donnée après les funérailles. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne frappe. Salut, mamie. Il a souri. Puis le sourire a disparu. Il m'a dévisagé. Tu as perdu du poids. Entre. J'ai fait du café. Il m'a suivi jusqu'à la cuisine, ses bottes lourdes sur le sol. Il a posé la boîte à outils en bois, la boîte à outils de Walter. Les loquets en laiton fonctionnaient toujours parfaitement. Tu manges? A demandé Owen. Quand je peux, mon estomac est dérangé. Il a tiré une chaise et s'est assis en face de moi. Son visage me rappelait tellement celui de Walter à cet âge. La même mâchoire forte, les mêmes yeux attentifs qui remarquaient tout. Tu as dit qu'il y avait des fissures dans le mur de ta chambre au-dessus de la fenêtre. Elles sont apparues il y a quelques mois. Je vais jeter un œil. Il s'est levé et a pris la boîte à outils. Ça te dérange si je vérifie quelques autres choses pendant que je suis là? Tout ce dont tu as besoin. Je l'ai suivi à l'étage, plus lentement que je ne l'aurais voulu. Il a dû s'arrêter sur le palier et m'attendre. Dans ma chambre, il a examiné les fissures, a passé ses doigts le long d'elles, a reculé et a penché la tête. Ce ne sont pas des fissures de tassement normales. Il a regardé autour de la pièce. Il se passe autre chose ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'est dirigé vers la bouche de chauffage dans le mur, s'est accroupi, a touché le métal peint. Ça n'a pas l'air normal. Steven l'a peint quand il a scellé les anciennes bouches d'aération il y a 3 mois. Il a dit qu'elle laissait passer des courants d'air. Owen est devenu très immobile. Il a scellé tes bouches d'aération pour l'efficacité énergétique afin de réduire mes factures de chauffage. Owen s'est levé et a regardé les murs. Les a vraiment regardés. Il a fait le tour de la pièce. S'est arrêté à un autre endroit où la peinture avait l'air légèrement différente. Mamie, je peux ouvrir une petite section de ce mur? Je le réparerai après si tu penses que c'est nécessaire. Il est allé à son camion et est revenu avec un cutter et un pied de biche. Il a soigneusement entaillé la peinture le long de la jointure où le nouveau placoplâtre rencontrait l'ancien. Puis il a soulevé une section juste assez grande pour voir derrière. Derrière le nouveau placoplâtre se trouvait l'une des grilles de ventilation d'origine de Walter, complètement recouverte, scellée. Owen l'a touché, n'a rien dit pendant un long moment. Qui a fait ce travail? Sa voix semblait différente. Plate. Steven. Il est venu plusieurs fois. A fait toute la pièce. Owen s'est levé et a regardé le détecteur de monoxyde de carbone au plafond. Il a traîné la chaise de mon bureau et est monté dessus, a enlevé le détecteur, a ouvert le panneau arrière. Ses mains tremblaient. Il m'a montré l'intérieur. La pile est soudée. Morte. Ce détecteur ne fonctionne pas. Quelqu'un l'a modifié pour qu'il ne puisse rien détecter. Ma poitrine s'est serrée. Steven l'a testé. Je l'ai entendu biper. Il peut biper sans détecter. Regarde ses fils. Cela a été fait exprès. Il est descendu et est resté là, tenant le détecteur inutile. Sa mâchoire se contractait comme s'il mâchait des mots qu'il ne pouvait pas dire. Je dois vérifier ta cave. Owen, qu'est-ce qui ne va pas? Je dois vérifier maintenant. Il a descendu les escaliers de la cave rapidement.
Je l'ai entendu déplacer des choses, le bruit de quelque chose de lourd qu'on poussait. Puis plus rien, juste le silence. J'ai attendu dans la cuisine. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Je me suis agrippé au bord du comptoir. 20 minutes se sont écoulées, peut-être plus. Finalement, c'est pas son revenu. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. Sa chemise était sale, de la poussière dans les cheveux. Il tenait son téléphone. Il s'est assis en face de moi. Je dois te montrer quelque chose. Il a tourné l'écran du téléphone vers moi. Des photos, des tuyaux, des raccords métalliques, une petite boîte avec des fils. Je ne comprenais pas ce que je voyais. C'est sous le plancher de ta chambre. Quelqu'un a fait passer une conduite de gaz là. Il y a une minuterie attachée. Elle est réglée pour libérer du monoxyde de carbone lorsque ton chauffage se met en marche la nuit. Les mots n'avaient aucun sens. J'ai regardé les photos. C'est de l'ingénierie, mamie. Celui qui a fait ça connaît les systèmes mécaniques. Cela a demandé de la planification, des mois de travail. Sa voix s'est brisée. Quelqu'un essaie de te tuer lentement. Les bouches d'aération scellées piègent le gaz dans ta chambre. Le faux détecteur s'assure que tu ne connais pas tes symptômes. La visite à l'hôpital. Tout ça. C'est pour ça. Je l'ai regardé, la ceinture à outils de Walter autour de sa taille, son visage. Si semblable à l'homme que j'avais épousé. Steven a fait les travaux dans ma chambre. Je sais. C'est un ingénieur en mécanique. Je sais, mon fils. Mon fils que j'ai élevé, que j'ai nourri, habillé et aimé. Owen a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Fais un sac tout de suite. On quitte cette maison. N'appelle pas Steven. N'appelle pas Jessica. Ne dis à personne où on va. C'est ma maison. Ce n'est pas sûr. S'il te plaît, mamie. J'ai regardé la cuisine que Walter avait construite, les armoires qu'il avait faites, le sol qu'il avait posé, chaque planche et chaque clou mis en place pour nous protéger. Quelqu'un l'avait transformé en piège. À travers la fenêtre de la cuisine, j'ai vu une berline sombre garée plus loin dans la rue. Elle était là quand Owen est arrivé. Je n'y avais pas pensé jusqu'à maintenant. D'accord, ai-je dit, laisse-moi prendre mes affaires. Owen conduisait vite, mais pas imprudemment. J'étais assise sur le siège passager, les mains jointes sur mes genoux, regardant le quartier disparaître derrière nous. Chaque maison de ma rue contenait des souvenirs. 40 ans de fêtes d'anniversaire, de barbecue de quartier et de prêts de sucre aux voisins. Disparu en 5 minutes. Ma petite valise était à mes pieds. J'avais fait mes bagages comme Owen me l'avait dit. Des vêtements, des médicaments, ma brosse à dents, la photo de Walter de la table de chevet. J'avais tout laissé derrière moi. Nous avons roulé pendant 25 minutes avant qu'Owen ne quitte l'autoroute. Un dîner se trouvait seul sur un parking. Un de ces endroits ouverts 24 heures sur 24 avec des lumières fluorescentes vives. Seulement 2 autres voitures à l'extérieur. On doit parler, a dit Owen. Loin de la maison. À l'intérieur, ça sentait le café et le bacon grillé. Une serveuse aux yeux fatigués nous a apporté des menus. Owen a commandé du café pour nous deux. Je savais que je ne boirais pas le mien. Il a sorti son téléphone et l'a posé sur la table entre nous. L'écran montrait la photo des tuyaux et des fils sous le plancher de ma chambre. Regarde ça, dit-il. Il a zoomé sur une boîte en métal. C'est une minuterie. Elle est connectée à la conduite de gaz. Lorsque ton thermostat demande de la chaleur la nuit, cela déclenche une fuite lente dans ta chambre. J'ai fixé l'écran. L'appareil avait l'air petit, professionnel, comme quelque chose qu'on achèterait dans une quincaillerie. Le fait que les bouches d'aération soient scellées maintient le gaz piégé dans ta chambre. Il s'accumule pendant que tu dors. Pas assez pour te tuer en une nuit, mais sur des semaines et des mois. Il a fait glisser l'écran vers une autre photo. C'est la grille de ventilation que grand-père a installée. Tu vois comment elle est complètement recouverte? C'est du placoplâtre frais, peut-être 3 mois. Steven a dit qu'il aidait, rendant la maison plus économe en énergie. Il l'a transformée en un piège mortel. La mâchoire d'Owen se contracta. Il s'arrêta, ferma les yeux. Quand il les rouvrit, sa voix était plus basse. Papa connaît le génie mécanique, les débits, les temps d'exposition, comment le monoxyde de carbone affecte le corps.
C'est son travail. Le café est arrivé. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse pour me réchauffer même si je n'avais pas froid. Owen fixait l'écran de son téléphone. Je n'arrête pas de penser qu'il y a une autre explication, que peut-être quelqu'un d'autre a fait ça, mais je connais son travail. J'ai vu les projets qu'il construit dans son garage. Il a levé les yeux vers moi. C'est exactement comme ça que papa concevrait quelque chose. Précis, calculé. C'est ton père. Je sais. Sa voix se cassa. Et il essaie de te tuer. Owen a ouvert un navigateur sur son téléphone et a tapé. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur l'écran. Il s'est arrêté et l'a tourné vers moi. Papa travaille pour Apex Aerospace. Depuis 20 ans. Oui. Regarde ça. Il m'a montré un article de journal. Ils ont annoncé d'importants licenciements il y a 6 mois. Consolidation des postes, suppression du personnel senior. J'ai lu le titre. Mes yeux n'arrivaient pas à faire le point. Steven ne m'a jamais parlé de licenciement. Il n'en a parlé à personne. Je l'ai découvert il y a 2 mois quand je suis passé chez lui à l'improviste. Il était au téléphone avec quelqu'un à propos d'indemnité de départ. Les mains d'Owen se sont crispées autour de sa tasse de café. Il a dit que ce n'était pas son poste qui était supprimé, mais il mentait. Je pouvais le voir. Mon estomac s'est retourné. Il a une famille, une hypothèque. Je sais. Et s'il perd son emploi à 45 ans dans son domaine, il n'en trouvera pas un autre facilement. Pas au même salaire. Owen a affiché le profil professionnel de son père. La photo de Steven souriait depuis l'écran. Costume bleu marine, expression confiante. Le profil indiquait son poste chez Apex. Rien sur les licenciements. Je me suis souvenu de Noël dernier. Steven avait l'air plus mince, stressé. Il s'était emporté contre Kelly pour une broutille. J'avais demandé si tout allait bien. Il avait dit oui, juste le travail qui était exigeant. Je l'avais cru. Grand-père a dit quelque chose avant de mourir. J'ai dit que Steven avait des problèmes d'argent. Il a pris une deuxième hypothèque. Owen a hoché la tête. Je me souviens. Grand-père était inquiet. Il voulait aider mais papa a refusé. Walter a dit. Steven lui a dit que tout était sous contrôle. Ce n'était pas le cas. Owen a posé son téléphone et s'est frotté le visage. Je suis allé dîner là-bas il y a 3 mois. Papa a reçu un appel de la banque. Il est sorti pour le prendre. Quand il est revenu, il avait l'air malade. Maman avait l'air d'avoir pleuré. J'avais vu Kelly pleurer 2 fois en 20 ans. Une fois à la mort de sa mère. Une fois quand elle a fait une fausse couche. Ta maison vaut 800 000 $ maintenant, a dit Owen. Tu me l'as dit l'année dernière quand tu l'as fait évaluer. Le quartier a changé. De jeunes familles s'installent. Et tu la possèdes entièrement. Pas d'hypothèque. Il a rencontré mes yeux. Si tu meurs, la succession est partagée. Papa et tante Jessica reçoivent chacun la moitié. 400 000 $ chacun. Le restaurant me parut soudain trop froid. Ce n'est pas une raison suffisante pour tuer quelqu'un. Ça l'est si tu te noies. Owen a repris son téléphone. Ses mains tremblaient légèrement. Et tante Jessica? Je sais que l'oncle Paul est malade. Je ne voulais pas répondre. Jessica était ma fille. La tante d'Owen. Elle lui avait appris à faire du vélo quand il avait 6 ans. Elle n'avait jamais manqué un de ses anniversaires. Paul a une maladie rénale, ai-je dit. Depuis plus d'1 an. Les médicaments coûtent cher, n'est-ce pas? Jessica l'a mentionné au printemps dernier. 2005 cents par mois. Leur assurance couvre les soins de base, mais pas tout ce dont il a besoin. Owen hocha lentement la tête. Elle m'en a parlé aussi. À l'anniversaire de grand-père, l'année de sa mort. Elle a pleuré. A dit qu'elle ne savait pas comment il s'en sortirait. Il fixa son café. Elle travaille dans les réclamations d'assurance. Elle saurait exactement comment fonctionnent les enquêtes sur les décès, ce qui semble suspect et ce qui ne l'est pas. La vérité pesait lourdement entre nous. Ma fille avait aidé à planifier mon meurtre. Mon fils l'exécuterait. Tous deux désespérés, tous deux consentants. Maman est dans l'immobilier, continua Owen. Elle connaîtrait la valeur de ta maison au dollar près,
connaîtrait le marché, la rapidité avec laquelle elle pourrait la vendre. Kelly et moi étions proches avant. Avant que je choisisse la construction au lieu de l'université. Je l'ai regardé. Ça a changé les choses. Papa a fait en sorte que ça change les choses. Il a arrêté de m'inviter au dîner de famille. A dit que j'avais fait mon choix. Je pouvais vivre avec. La voix d'Owen se durcit. Maman a suivi le mouvement. Tante Jessica aussi, la plupart du temps. Tu as été la seule à ne pas me traiter différemment. Ton grand-père n'aurait jamais permis ça. Je sais. C'est pourquoi papa a attendu après la mort de grand-père pour vraiment me couper les ponts. Nous sommes restés silencieux un moment. La serveuse a rempli le café d'Owen sans demander. Il l'a remercié mais ne l'a pas bu. Mon téléphone a vibré dans mon sac à main. J'ai sursauté. Owen s'est penché et l'a sorti. Il a regardé l'écran. 8 appels manqués de papa. 5 de tante Jessica. Ils savent que je suis parti. Ils savent que quelque chose ne va pas. Il m'a tendu le téléphone. Ne réponds pas encore. J'ai regardé la liste. Le nom de Steven encore et encore. Le nom de Jessica entre les deux. Mes enfants. Je leur avais appris à marcher, à lire, à être gentils. Ils appelaient maintenant parce qu'ils voulaient savoir si leur plan échouait. Un souvenir m'a frappé, soudain et vif. Owen devait avoir 10, peut-être 11 ans. Une journée d'été, un soleil de plomb. Walter construisait une terrasse dans notre jardin. Owen était assis à côté de lui, observant chaque mouvement. Walter lui montrait comment vérifier si les planches étaient de niveau, comment fraiser les vis. Steven est sorti avec une bière, s'est tenu là à les regarder travailler. Son visage avait une expression que je n'aurais pas pu nommer à l'époque, mais que je reconnaissais maintenant. Du ressentiment. Son propre père enseignant à son propre fils le travail que Steven avait rejeté. Le travail pour lequel Steven se croyait trop bon. Walter avait levé les yeux, souri. « Steven, tu veux aider ? On aurait besoin d'une paire de mains supplémentaires. » Steven avait dit non. Avait dit qu'il avait un journal d'ingénierie à lire, quelque chose d'important. Il était rentré à l'intérieur. Owen avait demandé à Walter pourquoi papa n'aimait pas la menuiserie. Walter avait dit, certains construisent de leurs mains, d'autres de leur esprit. Les deux sont importants. Mais j'avais vu la peine dans les yeux de Walter. J'ai cligné des yeux et le souvenir s'est estompé. Owen me regardait. Ton grand-père était si fier de toi. J'ai dit, je sais. Steven était jaloux. Même quand tu étais petit. Je le sais aussi. La voix d'Owen était calme. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il... J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Moi non plus. Owen a ouvert son application de carte. Il y a un hôtel à 40 miles d'ici. Je vais te prendre une chambre à ton nom. Oh tiens. Si on se cache complètement, ils sauront qu'on fuit. Ils me trouveront probablement, mais on a besoin de temps pour régler ça. La serveuse a apporté l'addition. Owen a payé en espèces et nous sommes sortis vers le camion. Le soleil s'était couché pendant que nous parlions. Les lumières du parking bourdonnaient au-dessus de nos têtes. Owen a démarré le moteur mais est resté assis là un moment. Je dois télécharger ces photos. Me les envoyer par email. Les mettre dans le cloud. Si papa découvre que j'ai des preuves, il pourrait essayer de les détruire. Fais-le. Il a travaillé sur son téléphone pendant que je regardais les camions passer sur l'autoroute. Walter et moi avions l'habitude de faire des voyages en voiture. De nous arrêter dans des endroits comme celui-ci. Il commandait trop de nourriture et riait quand je ne pouvais pas finir la mienne. Terminé. A finalement dit Owen. Même s'il arrive quelque chose à mon téléphone, les preuves sont en sécurité. Il s'est engagé sur l'autoroute. J'ai regardé le restaurant disparaître dans le rétroviseur. L'hôtel était petit et simple. Le genre d'endroit où personne ne pose de questions. Owen a payé en espèces pour une nuit. Chambre 214, deuxième étage. À l'intérieur, ça sentait les produits de nettoyage et la vieille moquette. Un lit, une chaise, une salle de bain avec un robinet qui goutte. Je me suis assise sur le bord du lit. Owen s'est assis dans la chaise en face de moi. Essaie de dormir un peu. Je ne peux pas, repose-toi alors. On verra quoi faire demain matin.
Je me suis allongé sur les couvertures, encore habillé, et j'ai fixé le carreau de plafond taché d'eau. Quelque part dans le couloir, une porte a claqué. Mon fils essayait de me tuer. Ma fille l'aidait. Mon petit-fils était la seule raison pour laquelle j'étais encore en vie. J'ai fermé les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Vous avez raison d'être frustré. J'ai fait une erreur de structure de base. Je me suis laissé emporter par l'élan de la scène et j'ai oublié de m'arrêter à la fin du chapitre. J'aurais dû vérifier le plan plus attentivement avant d'écrire la confrontation dans la ruelle. Laissez-moi réécrire le chapitre 3 correctement, en terminant au bon point de suspense. Je n'ai pas dormi. Chaque bruit dans cet hôtel me faisait sursauter. Des pas dans le couloir. Une porte qui se ferme quelque part plus loin. La machine à glaçons qui gronde. Chaque fois, mon cœur battait la chamade et je fixais la porte. Owen s'était endormi dans le fauteuil, la tête penchée à un angle qui lui ferait mal au cou le matin. Son téléphone était posé sur la petite table à côté de lui, l'écran sombre. Je le regardais respirer et j'essayais de me calmer, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la porte. Vers 3 heures du matin, je me suis levé et j'ai vérifié la serrure, j'ai testé la poignée, le pen dormant était bien enclenché, la chaîne était mise. Je suis resté là dans le noir, ma main sur le métal froid, et j'ai réalisé ce que je faisais. J'avais peur de mes propres enfants, pas d'étrangers, pas de cambrioleurs ou de violences aléatoires. Mon fils Steven et ma fille Jessica, les bébés que j'avais allaités et bercés, les tout petits que j'avais poursuivis dans le jardin, les adolescents que j'avais conduits à l'entraînement de football et aux leçons de piano. Ils me voulaient morte, et maintenant ils me cherchaient. Je suis retourné au lit, mais je ne me suis pas allongé. Je suis juste resté assis sur le bord, les mains sur mes genoux, attendant le matin. Le soleil s'est levé, gris et froid. Owen s'est réveillé raide, se frottant le cou. Il m'a vu assise là et n'a pas demandé si j'avais dormi. Il le savait déjà. Je dois retourner à la maison, dit-il. Quoi? Non. Ton carnet de symptômes. Celui que tu gardais près de ton lit. On l'a laissé là-bas. Il se leva et s'étira, grimaçant. La police va en avoir besoin. Il montre le schéma, comment tes symptômes se sont aggravés avec le temps. C'est trop dangereux. Steven pourrait être là. Je serai prudent. Entrée et sortie. 5 minutes. Il a pris les clés de son camion sur la table. Tu restes ici. Verrouille la porte derrière moi. Ne l'ouvre à personne sauf à moi. Owen, je dois, mamie. Sans ce carnet, il est plus difficile de prouver que c'était prémédité. Il est parti avant que je puisse argumenter davantage. J'ai verrouillé la porte comme il l'a dit. Mis la chaîne, puis je me suis assise sur le lit et j'ai attendu. 45 minutes passèrent. Je les ai comptées sur le réveil numérique près du lit. Chaque minute semblait en durer 10. Finalement, j'ai entendu son camion dans le parking. C'est pas dans les escaliers. On frappa à la porte. C'est moi. J'ai ouvert la porte. Owen est entré rapidement, respirant fort. Il avait le carnet à la main, mais son visage n'était pas le même. Pâle, effrayé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a verrouillé la porte et s'est assis lourdement dans le fauteuil. Papa était là, et maman. Je me suis caché dehors près du garage et j'ai écouté par la fenêtre de la cuisine. Elle était entr'ouverte. Que as-tu entendu? Papa était au téléphone. Je l'entendais clairement. Il a dit, Owen là. Si la police voit cette maison, on est fini. On doit les trouver maintenant. Owen m'a regardé. Puis maman a dit, je vais appeler tous les hôtels de la région. Elle a probablement utilisé son vrai nom. Elle n'aurait pas pensé à se cacher. Ma poitrine s'est serrée. Papa a dit autre chose. La voix d'Owen a baissé. Il a dit, on est trop avancé maintenant. On doit finir ça. La pièce semblait plus petite. Soudain, les murs trop proches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne vont pas s'arrêter. Owen se leva et commença à faire les 100 pas. S'ils nous trouvent, ils vont. Il n'a pas terminé, mais il n'en avait pas besoin. Je me suis assise sur le lit, mes mains agrippant le couvre-lit bon marché. C'était réel. Cela se produisait. On devrait partir, ai-je dit. Conduire ailleurs, dans une autre ville, et aller où? Si maman appelle les hôtels,
elle nous trouvera n'importe où. Owen arrêta de faire les 100 pas. On doit réfléchir, trouver quoi faire. Le téléphone sur la table de chevet sonna. Nous l'avons tous les deux regardé. Le téléphone de l'hôtel, pas mon portable. Il sonna de nouveau, strident dans la pièce silencieuse. Ne réponds pas, dit Owen. Il sonna encore 4 fois, puis s'arrêta. Nous sommes restés figés, à l'écoute. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. 30 secondes plus tard, mon téléphone portable a sonné. Je l'avais laissé sur le lit. Le nom de Jessica illumina l'écran. Owen secoua la tête. Le téléphone sonna et sonna. Finalement, il s'arrêta, puis recommença immédiatement. Jessica rappelait. Peut-être que je devrais répondre, dis-je. Voir ce qu'elle dit. Non, pas encore. Le téléphone s'arrêta de sonner. 1 minute passa, puis il sonna de nouveau. Le nom de Jessica encore et encore sur l'écran. Owen attrapa le téléphone et l'éteignit complètement. On ne peut pas leur parler. Pas tant qu'on n'a pas de plan. Il alla à la fenêtre et regarda à travers une fente dans les rideaux. Il resta là un long moment, puis devint très immobile. Mamie, quoi? La voiture de papa vient d'entrer dans le parking. Mon sang se glaça. Il nous a trouvés. Maman a dû appeler cet hôtel, demander si tu étais là. Owen recula de la fenêtre. La voiture de tante Jessica vient d'arriver aussi. Ils sont tous là. Je ne pouvais plus respirer correctement. Qu'est-ce qu'on fait? Owen était déjà en mouvement. Il a sorti son téléphone et a composé, l'a tenu à son oreille. 911, quelle est votre urgence? Je m'appelle Owen Bennett. Je suis au slip-in sur la route 42. Mon père et ma tante sont là. Ils essaient de faire du mal à ma grand-mère. On a besoin d'aide. Je pouvais entendre la voix du répartiteur. Minuscule à travers le téléphone, posant des questions. Oui, nous sommes dans la chambre 214. Ils sont dans le parking en ce moment. Owen m'a regardé. Non, on ne peut pas quitter la chambre. Ils nous verront. Pause. D'accord. Oui, je vais garder la ligne ouverte. Il a mis le téléphone dans sa poche, mais n'a pas raccroché. On a frappé à la porte. Pas fort, presque doucement. Maman. La voix de Steven. La voix de mon fils. Maman, je sais que tu es là. Ouvre la porte. S'il te plaît, on veut juste parler. Owen a attrapé ma valise et m'a fait signe d'aller vers la salle de bain. Je l'ai suivi, les jambes tremblantes. Il a montré une deuxième porte que je n'avais pas remarquée avant, une sortie vers le couloir arrière. Quand j'ouvrirai ça, on court vers les escaliers. Ne t'arrête pas. Ne regarde pas en arrière. Un autre coup. Plus fort maintenant. Maman, tu ne fais qu'empirer les choses. Owen t'a fait peur pour rien. Nous sommes ta famille. Nous t'aimons. La main d'Owen s'est refermée sur la poignée de la porte. Prête? J'ai hoché la tête. Le coup s'est transformé en martèlement. Maman, ouvre cette porte tout de suite. Owen a ouvert la porte. Le couloir arrière était vide et sombre. Nous avons couru. Derrière nous, j'ai entendu la voix de Steven devenir plus forte, puis un fracas. Il essayait d'enfoncer la porte. Nous avons atteint les escaliers de secours. Owen m'a entraîné rapidement, une main sur mon bras pour me stabiliser. Nos pas résonnaient dans la cage d'escalier en béton. Nous avons débouché par la sortie du bas dans la ruelle derrière l'hôtel. L'air froid m'a frappé le visage. La ruelle sentait les ordures et la graisse des bennes de restaurant. Owen m'a tiré vers son camion, garé au bout du bâtiment. Puis je les ai vus. Des yeux à la barbe de 3 jours. Puis je les ai vus. Des demeures invalides. Jessica se tenait à une extrémité de la ruelle, près de la rue. Kelly se tenait à l'autre extrémité, près de la clôture. Toutes deux nous bloquaient le passage. Owen s'est arrêté, m'a poussé derrière lui. Jessica a commencé à marcher vers nous. Steven a tourné le coin depuis l'avant de l'hôtel. Il nous a vus piégés entre Jessica et Kelly. Son visage a changé. Pas de colère. Quelque chose de plus froid que ça. Maman, arrête ça. Il s'est approché de nous lentement. Tu es confuse.
Tu es malade. Le monoxyde de carbone a affecté ton cerveau. Je me suis serré contre le dos d'Owen. Les médecins, tu leur as menti. Je n'ai pas menti. Tu as des délires. De la paranoïa. C'est un symptôme. Steven s'est arrêté à quelques mètres. Sa voix est restée calme, contrôlée, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant. Owen t'a rempli la tête d'histoires qui ne sont pas vraies. Nous sommes ta famille. Nous ne te ferions jamais de mal. J'ai trouvé l'appareil, papa. La voix d'Owen était ferme, mais je pouvais le sentir trembler. Sous le plancher de la chambre de mamie, la minuterie, les bouches d'aération scellées, le faux détecteur. J'ai tout photographié. Tu as photographié un système de chauffage normal et tu as décidé que c'était quelque chose de sinistre parce que tu as toujours pensé le pire de moi. Arrête de mentir. La mâchoire de Steven se crispa. Le masque de calme glissa. Tu ne comprends pas ce que nous traversons. Ce que c'est que de perdre tout ce pour quoi tu as travaillé toute ta vie. Alors, tu as décidé de tuer ta mère. Nous avons décidé de survivre. La voix de Steven monta. Je perds mon travail. 20 ans dans cette entreprise, et il me jette comme une ordure. J'ai 3 mois d'indemnité et puis plus rien. Tu sais combien de dettes nous avons, combien nous devons. Kelly parla de derrière nous. Nous sommes sur le point de perdre notre maison, tout ce que nous avons construit, l'avenir de nos enfants. Sa voix se cassa. Ta grand-mère a plus que ce dont elle a besoin. Elle a 68 ans. Elle a vécu sa vie. Pourquoi devrait-elle avoir 800 000 $ dans une maison alors que nous perdons tout? Je me tournai pour la regarder. Ma belle-fille. Je l'avais aidée à choisir sa robe de mariée. J'avais gardé Owen quand il était petit pour qu'elle puisse retourner travailler. Alors tu as pensé que tu allais juste me tuer et le prendre. Nous pensions que tu aurais une mort paisible dans ton sommeil. Le visage de Kelly était mouillé de larmes, mais sa voix resta dure. Les personnes âgées meurent. Ça arrive. Personne n'aurait remis ça en question. Sauf que je ne suis pas morte assez vite. Les mots avaient un goût de poison dans ma bouche. Jessica s'est rapprochée de l'autre direction. Ça prend trop de temps. Maman, tu dois venir avec nous tout de suite avant que ça n'empire. Pire pour qui? Demanda Owen. Pour tout le monde. Jessica a fouillé dans la poche de son manteau, en a sorti une petite seringue remplie d'un liquide clair. J'ai apporté quelque chose pour t'aider à te calmer, maman. Tu es agitée, confuse. Ça te fera te sentir mieux. Qu'y a-t-il là-dedans? Demanda Owen. Juste un sédatif pour l'aider à se reposer. Tante Jessica. Qu'y a-t-il vraiment dedans? Jessica n'a pas répondu. Elle a fait un autre pas en avant. Steven s'est dirigé vers la voiture de Kelly garée près de la clôture, a ouvert le coffre, et est revenu avec un démonte-pneus. Owen, éloigne-toi de ta grand-mère. Non, c'est une affaire de famille. Ça ne te concerne pas. C'est ma grand-mère. Papa, c'est ta mère. La voix d'Owen s'est brisée sur le dernier mot. Comment peux-tu faire ça? Steven a soulevé le démonte-pneus. Tu as toujours été comme lui. Comme ton grand-père, à te croire meilleur que tout le monde parce que tu travailles de tes mains, à mépriser les gens qui sont allés à l'université, qui ont essayé de faire quelque chose de leur vie. Je n'ai jamais méprisé personne. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait tous les deux. Lui avec sa menuiserie et son noble travail acharné. Toi avec ta construction et ton école professionnelle comme si c'était plus honnête que ce que je fais. Plus réel? Le visage de Steven se tordit. J'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai fait quelque chose de moi-même. Et où ça m'a mené? Noyé dans les dettes alors que toi tu vas bien. Tu n'as même pas pris de prêts étudiants. L'argent de l'assurance de grand-père t'a offert un départ gratuit. Cet argent, c'était à grand-père de le donner. Il aurait dû être à moi. Je suis son fils et mamie est ta mère. Mais ça ne t'a pas empêché d'essayer de la tuer. Les mains de Steven se resserrèrent sur le démonte-pneus. Ne fais pas comme si tu étais meilleur que moi. Tu ne le es pas. Tu n'es qu'un petit-fils de charpentier qui joue avec des outils. Grand-père a construit des choses qui protégeaient les gens, qui les gardaient en sécurité. La voix d'Owen se fit plus forte. Tu as pris tout ce qu'il t'a appris sur les systèmes et l'ingénierie, et tu l'as utilisé pour transformer sa maison en un piège mortel.
Tu as scellé les bouches d'aération qu'il a installées. Tu as détruit le travail qu'il a fait de ses propres mains. Tu as utilisé ton éducation pour assassiner la femme qu'il aimait. N'ose pas parler de lui comme si tu le connaissais mieux que moi. Je le connaissais mieux parce que je comprenais ce qui comptait pour lui. L'intégrité. Faire ce qui est juste. Construire des choses qui durent. Owen fit un pas en avant. Il aurait honte de toi. Steven a balancé le démonte-pneu. Owen s'est baissé et le fer a sifflé près de sa tête. S'est écrasé contre la benne à ordures avec un bruit métallique qui a résonné dans la ruelle. Owen s'est jeté en avant et a plaqué Steven. Ils sont tombés lourdement sur le trottoir. Le démonte-pneu a glissé plus loin. Owen, ai-je crié. Jessica a couru vers moi. La seringue brillait dans sa main. Je suis désolé, maman, mais c'est la seule façon. J'ai reculé contre la benne à ordures. Elle continuait d'avancer. J'ai regardé son visage, essayant de trouver ma fille quelque part dans ses yeux froids. Jessica, s'il te plaît. Ça ne fera pas mal. Tu vas juste t'endormir. Elle a tendu la main vers mon bras. Puis la sirène a commencé. Jessica s'est arrêtée, s'est retournée. 2 voitures de police sont entrées en trombe dans la ruelle par les 2 extrémités. Les gyrophares clignotaient en rouge et bleu sur les murs de briques. Les portières se sont ouvertes. Des officiers ont sauté, armes au poing. Police, lâchez l'arme. Lâchez-la maintenant. Jessica a fixé la seringue dans sa main. Laissez-la tomber. Elle a heurté le trottoir et a roulé. Les mains où on peut les voir. Vous tous. Steven a repoussé Owen et s'est levé lentement. Ses mains se sont levées. Kelly a levé les siennes aussi, figées près de la clôture. Owen se remit sur pied, respirant difficilement. Il sortit son téléphone de sa poche. J'ai appelé le 911 depuis la chambre d'hôtel. La ligne est restée ouverte tout ce temps. Vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Un officier s'approcha, le pistolet toujours dégainé. Nous avons tout entendu, madame. Êtes-vous Claire Bennett? J'ai hoché la tête. Ma voix ne fonctionnait pas. Êtes-vous blessé? Non. Il m'a protégé. J'ai montré Owen du doigt. D'autres officiers se sont approchés. L'un a donné un coup de pied dans la seringue, l'éloignant des pieds de Jessica. Un autre a ramassé le démonte-pneu avec une main gantée. Un troisième m'a guidé loin de la benne, sa main douce sur mon coude. Steven Bennett. Un officier avec des galons de sergent s'est approché de Steven. Oui, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. Le visage de Steven est devenu vide, inexpressif. Il n'a pas résisté quand ils l'ont retourné et lui ont menotté les mains derrière le dos. Kelly Bennett. Kelly a commencé à pleurer. Nous n'avions pas le choix. Nous perdons tout. Vous ne comprenez pas. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre. Ils l'ont menotté aussi. Ses sanglots résonnaient contre les murs. Jessica Cooper? Ma fille me regarda. Pendant une seconde, j'y vis quelque chose. Du regret, peut-être. Ou juste la peur de se faire prendre. Je suis désolé, maman, murmura-t-elle. Retournez-vous, s'il vous plaît. Les mains derrière le dos. Ils menottèrent Jessica et la conduisirent à une autre voiture de police. Steven monta dans une autre, Kelly dans une troisième. Je restais dans la ruelle à regarder mes enfants disparaître dans des véhicules séparés. Les gyrophares clignotaient toujours. Un officier prenait des photos de la seringue, du démonte-pneu. Un autre parlait dans sa radio. Owen passa son bras autour de mes épaules. C'est fini, mamie. Je ne pouvais pas parler, pas pleurer, ne rien sentir d'autre qu'un engourdissement. Un détective s'est approché de nous. Une femme plus âgée avec des cheveux gris tirés en chignon. Madame Bennett, je suis le détective Morris. Nous allons avoir besoin de vos dépositions à tous les deux. Pouvez-vous venir au poste? Oui, a répondu Owen pour moi. Votre petit-fils a bien fait de garder cette ligne ouverte. Nous avons tout enregistré. Leurs aveux, les menaces, tout. Bien, ai-je réussi à dire. Nous devrons aussi fouiller votre maison. Recueillir des preuves. La maison. J'ai regardé Owen.
La maison de Walter. Nous serons prudents, a dit le détective Morris. Nous documenterons tout et nous le remettrons en état quand nous aurons terminé. Mais ce ne serait plus jamais pareil. Plus rien ne le serait. Les voitures de police sont sorties de la ruelle une par une, emmenant mes enfants. Owen m'a aidé à monter dans son camion. Je me suis assise sur le siège passager et j'ai regardé mes mains. Tu aurais dû les laisser faire, ai-je dit doucement. Quoi? Les laisser me tuer. Alors tu aurais encore ton père, ta tante, ta famille. Owen a démarré le moteur mais n'a pas passé de vitesse. Il s'est tourné pour me regarder. Mamie, tu es ma famille et papa a cessé d'être mon père au moment où il a décidé de t'assassiner. Sa voix était ferme. Grand-père aurait fait la même chose que moi. T'aurais protégé parce que c'est ce que signifie la famille. J'ai touché son visage. Ce garçon qui ressemblait tellement à Walter. Ton grand-père serait si fier de toi. Je sais, dit-il doucement. Et si honteux de papa. Il a mis le camion en marche et est sorti de la ruelle. Le soleil du matin était plus haut maintenant, brillant et froid. Derrière nous, l'hôtel se dressait vide et silencieux. Je n'ai pas regardé en arrière. Le poste de police sentait le café et le nettoyant pour sol. Le détective Morris nous a conduits dans une petite pièce avec une table et des chaises. Owen s'est assis à côté de moi pendant que je faisais ma déposition. 2 heures à raconter chaque détail, les symptômes, la visite à l'hôpital, les modifications de Steven à la maison, le faux détecteur. Owen leur a montré les photos sur son téléphone, les bouches d'aération scellées, le mécanisme de la minuterie, la conduite de gaz sous le plancher de ma chambre. Maurice s'est penché en avant, étudiant chaque image. Votre petit-fils a fait du bon travail en documentant cela, a-t-elle dit, et l'enregistrement du 911 de la ruelle a capturé leurs aveux. Tous les 3 ont admis le plan sur bande. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Nous fouillons votre maison, collectons des preuves physiques, puis nous exécutons des mandats de perquisition pour leur maison et leur véhicule. Ils ont envoyé une équipe de la police scientifique chez moi cet après-midi-là. Owen m'a conduite à son appartement. Je ne pouvais pas y retourner. Je ne pouvais plus dormir dans cette chambre. Nous nous sommes assis dans sa petite cuisine pendant que la police mettait sens dessus dessous la maison de Walter, à la recherche de preuves que Steven l'avait transformé en arme. Le détective Morris a appelé ce soir-là. Nous avons tout trouvé. Le système de gaz modifié, la ventilation scellée exactement là où votre petit-fils a dit qu'elle serait. Les tests de résidus confirment une exposition au monoxyde de carbone dans votre chambre. Le détecteur sur votre plafond est désactivé, tout comme il l'a documenté. Alors vous nous croyez, Madame Bennett. Les preuves sont accablantes. 2 jours plus tard, ils ont exécuté des mandats de perquisition. L'ordinateur de Steven contenait un dossier intitulé « Chronologie du projet ». À l'intérieur se trouvaient des calculs pour les taux d'exposition au monoxyde de carbone, des notes sur les symptômes et la progression, un document qui disait « Sujet féminin, 68 ans, exposition progressive sur 4 à 6 mois ». Les symptômes imiteront un déclin cognitif naturel. La mort semblera naturelle. Mon fils avait rédigé un plan pour mon meurtre. L'avait calculé comme un projet d'ingénierie. Kelly avait un téléphone prépayé caché dans sa voiture. Des SMS à Jessica. Quand est-ce que ce sera fait? Bientôt. La valeur de la maison ne cesse d'augmenter. Il faut agir vite. Et le médecin a dit que c'était lié à l'âge. Parfait. Personne ne se doute de rien. Le carnet de travail de Jessica avait des sections surlignées. Décès par monoxyde de carbone chez les personnes âgées. Protocole d'enquête. Comment les médecins légistes déterminent la cause du décès chez les personnes âgées? Elle avait fait des recherches au travail en utilisant ses connaissances en assurance pour planifier comment éviter de se faire prendre. Le détective Morris m'a montré des copies de tout. C'était un complot de meurtre avec préméditation. Sophistiqué, calculé, froid. J'ai regardé les notes de Steven, son écriture si familière. La même écriture soignée qu'il utilisait pour ses projets scolaires quand il était jeune. Je peux le voir, ai-je demandé. Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? J'en ai besoin. Ils ont organisé une visite. La prison était faite de béton gris et de portes verrouillées. Un gardien m'a conduite dans une pièce avec des cloisons en verre et des téléphones. Steven était assis de l'autre côté dans une combinaison orange.
Il n'a pas voulu me regarder au début, il a juste fixé la table en métal. J'ai pris le téléphone. Il a pris le sien. Pourquoi? Ai-je demandé. Il ne voulait toujours pas croiser mon regard. Nous étions désespérés. Ce n'est pas une réponse. Nous perdons tout, maman. La maison, nos économies, ma carrière est terminée. L'entreprise de Kelly est en train de faire faillite. Le mari de Jessica a besoin de médicaments qui coûtent des milliers de dollars chaque mois. Nous avions besoin d'argent, alors tu as essayé de me tuer. Finalement, il a levé les yeux. Son visage était dur, en colère. Tu ne comprends pas ce que c'est que de perdre tout ce pour quoi tu as travaillé toute ta vie. De voir tout s'effondrer. J'ai perdu Walter il y a 4 ans. L'homme qui a passé 2 ans à construire cette maison de ses propres mains pour protéger notre famille. Tu as pris son travail et l'as transformé en arme. C'était juste une maison. C'était l'œuvre de sa vie. Et tu l'as détruite. Tu n'es pas le fils que j'ai élevé. J'ai fait ce que je devais faire pour ma famille. En assassinant ta mère, ma voix est restée stable et plate. Walter aurait eu le cœur brisé. Il t'aimait. Même quand tu as rejeté tout ce en quoi il croyait, il t'aimait. La mâchoire de Steven se crispa. Owen m'a sauvé en utilisant exactement ce que Walter lui a appris. Les compétences que tu as moquées, les valeurs que tu as dites être en dessous de toi. Je me suis levé. Walter serait si fier d'Owen et si honteux de toi. J'ai raccroché le téléphone et je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. Steven est resté assis là, à regarder à travers la vitre, mais j'étais déjà parti. 3 mois passèrent. Les avocats parlaient de procès, mais il y avait trop de preuves. Les fichiers informatiques de Steven, les textos du téléphone prépayé, les notes de recherche de Jessica, l'enregistrement du 911 où ils avouaient tout. Ils ont accepté des accords de plaidoyer, tous les 3. L'audience de détermination de la peine a eu lieu par un froid matin de novembre. J'étais assise au premier rang de la salle d'audience. Owen à côté de moi. Nancy de l'autre côté. Le juge a lu les accusations. Complot en vue de commettre un meurtre. Tentative de meurtre. Steven a pris 15 ans. Kelly a pris 12 ans. Jessica a pris 10 ans. Avant que le juge ne termine, il m'a demandé si je voulais faire une déclaration de la victime. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le microphone. Mon mari Walter a construit notre maison planche par planche. Il a installé chaque bouche d'aération, chaque système, chaque dispositif de sécurité pour protéger notre famille. Il a enseigné à notre petit-fils Owen qu'un bon travail protège les gens, que l'intégrité compte. J'ai regardé Steven assis à la table de la défense. Il ne voulait pas croiser mon regard. Mon fils a utilisé son diplôme d'ingénieur pour pervertir ce travail, pour transformer la maison de son père en une arme de meurtre. Il a trahi tout ce que Walter a construit, tout ce en quoi Walter croyait. J'ai regardé Jessica. Ma fille a utilisé ses connaissances professionnelles pour aider à le planifier, pour rechercher comment éviter de se faire prendre. Kelly pleurait. Steven fixait la table. Jessica me regardait avec des yeux vides. Mais Owen m'a sauvé en utilisant les outils de son grand-père et les valeurs de son grand-père. C'est le véritable héritage de Walter. Pas le fils qui a détruit, mais le petit-fils qui a protégé. L'amour et l'intégrité ont survécu. C'est ce qui compte. Je me suis assise. Le juge m'a remercié et a terminé la sentence. Des gardes les ont emmenés menotter. J'ai regardé mes enfants quitter la salle d'audience, je suis sorti dans le froid de novembre et j'ai respiré l'air libre. C'était fini. 6 mois après la sentence, j'ai vendu la maison. 825 000 $. Le marché avait encore augmenté. De jeunes familles achetaient dans le quartier, rénovaient de vieilles maisons, plantaient des jardins là où nous avions planté les nôtres 40 ans plus tôt. Je ne pouvais plus y vivre. Chaque pièce contenait le travail de Walter et la trahison de Steven. La chambre où il a essayé de me tuer, le sous-sol où Owen a trouvé l'appareil, la cuisine où j'avais fait du café ce matin-là. Tout a changé. Owen s'est occupé de la vente, a rencontré l'agent immobilier, a programmé les inspections, a géré les papiers. Avant le jour de la clôture, il est allé à la maison avec ses outils. J'ai attendu dans son camion à l'extérieur, les regarder sortir les armoires de cuisine de Walter une par une. Celles en chêne que Walter avait fabriquées de toutes pièces.
Assemblage à queue d'aronde, 3 couches de finition, 40 ans et toujours parfaite. Les nouveaux propriétaires sont venus signer les papiers. Un couple d'une trentaine d'années avec 2 enfants. Ils se tenaient sur le porche que Walter avait construit et parlaient de leur projet. Nouvelle peinture, appareils électroménagers modernes, peut-être une terrasse dans le jardin. Ils ne sauraient jamais ce qui avait failli se passer dans cette maison. Ils ne sauraient jamais pour la conduite de gaz sous le plancher de la chambre ou les bouches d'aération scellées derrière les murs. La police avait tout enlevé, avait restauré la maison telle que Walter l'avait construite à l'origine. Je les ai regardés franchir la porte d'entrée. Leurs enfants couraient devant, leur voix excitée résonnant. « Au revoir, Walter », ai-je murmuré. « Ta maison m'a protégé aussi longtemps qu'elle l'a pu. » Owen m'a conduite à mon nouvel appartement de l'autre côté de la ville. Petit, une chambre, au 3e étage d'un immeuble avec ascenseur. Le propriétaire n'autorisait pas les modifications, mais Owen avait obtenu une autorisation spéciale pour les armoires. Il a passé le week-end à les installer. Je me suis assise dans mon nouveau salon en écoutant les bruits de son travail, la perceuse, le niveau qu'on ajuste, le bois qui se met en place, les mêmes bruits que Walter faisait. Dimanche après-midi, il m'a appelé dans la cuisine. Les armoires de Walter étaient accrochées au mur, exactement là où elles devaient être. Le bois brillait à la lumière de l'après-midi. Owen se tenait en retrait, les mains sur les hanches, examinant son travail comme Walter le faisait. Grand-père m'a appris à bien construire les choses. Il disait que ces armoires nous survivraient à tous. J'ai touché le chêne lisse. J'ai passé mes doigts sur les joints. Pas de fente, pas de bord rugueux. Les mains de Walter avaient façonné ce bois. Maintenant, les mains d'Owen lui avaient donné un nouveau foyer. Parfait, ai-je dit. Owen a souri. Le sourire de Walter. La vie est devenue plus petite après ça. Plus petite mais plus sûre. J'allais en thérapie toutes les semaines. Je parlais de trahison et de confiance et j'apprenais à dormir sans vérifier la serrure de la porte 5 fois. Ça a aidé, lentement. Owen venait dîner tous les jeudis. Apportait les courses, cuisinait dans ma nouvelle cuisine, me parlait de ses projets, une rénovation dans le vieux quartier, une terrasse sur mesure que quelqu'un avait commandée. Il se faisait une réputation, faisait du bon travail. Un jeudi de printemps, il a amené quelqu'un avec lui. Mamie, voici Sarah. Elle était jolie, avec des yeux gentils et de la peinture sous les ongles. Une artiste, a-t-elle dit. Travaillait l'argile et le bois. Owen parle constamment de son grand-père. A dit Sarah pendant que nous mangions. Il dit que Walter Bennett était le meilleur homme qu'il ait jamais connu. Il l'était, ai-je dit. Owen m'apprend les bases de la menuiserie. Je veux l'intégrer dans mes œuvres d'art. Elle le regarda avec quelque chose de doux dans son expression. Quelque chose de bon. Il est patient comme son grand-père a dû l'être. Après le dîner, ils ont fait la vaisselle pendant que j'étais assise à ma petite table. Je les ai regardés travailler ensemble. Facilement et confortablement. Owen a tendu une assiette à Sarah. Elle l'a séchée. Simple, normal. Le genre de vie qui continue après la fin de choses terribles. Owen l'a raccompagnée à sa voiture plus tard, est revenu à l'intérieur et s'est assis en face de moi. Je l'aime bien, ai-je dit. Moi aussi. Walter l'aimerait bien aussi. Elle apprécie le bon travail. Owen a hoché la tête, silencieux un moment. Penses-tu à eux, papa et tante Jessica? Parfois, mais ce ne sont plus mes enfants. Ils ont cessé d'être mes enfants quand ils ont choisi l'argent plutôt que ma vie. Les détestes-tu? J'y ai réfléchi. Non, je les plains. Steven a passé toute sa vie à essayer de prouver qu'il était meilleur que son père, meilleur que le travail honnête, meilleur que l'intégrité. Et où ça l'a mené? En prison. Kelly et Jessica l'ont suivi. Et j'ai suivi grand-père. Tu l'as fait, et ces valeurs m'ont sauvé la vie. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Walter croyait que le travail honnête était honorable, que bien construire les choses importait plus que de construire vite, à bas prix ou de manière impressionnante. Steven a rejeté tout cela. Il pensait que son diplôme d'ingénieur le rendait supérieur. Au final, l'éducation de papa a mené au meurtre et ma formation à te sauver. Exactement. Owen a serré ma main et est parti. J'ai nettoyé le reste de la vaisselle, j'ai essuyé les armoires de Walter, j'ai éteint les lumières. Dans le silence,
je me tenais dans ma cuisine. Le lampadaire extérieur projetait des ombres à travers la fenêtre. J'ai touché les armoires une dernière fois, j'ai passé mes doigts sur les assemblages à queue d'aronde que Walter avait coupés à la main. Des angles parfaits, un ajustement parfait, un travail qui dure. Walter, dis-je à la cuisine vide, tu les as construites pour nous protéger, pour contenir nos assiettes et notre nourriture et notre vie ensemble. Et à travers Owen, tu nous protèges encore. Il porte tes mains, ton cœur, ton intégrité. J'ai fermé les yeux et je l'ai vu. Pas l'homme malade qui est mort il y a 4 ans, mais le charpentier robuste qui a construit notre maison planche par planche, qui a appris à notre petit-fils que le bon travail compte, que faire les choses bien compte, que les gens comptent plus que le profit. Un amour, ai-je murmuré. La lumière du soleil entrerait par cette fenêtre le matin. Elle frapperait les armoires et ferait briller le chêne d'un éclat doré et chaud, comme autrefois dans notre ancienne cuisine. Le travail de Walter capterait la lumière et la retiendrait. Certaines choses durent. Certaines choses perdurent. J'ai souri et je suis allé me coucher. Enfin, en paix. Alors, voilà mon histoire. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Pourriez-vous pardonner à vos propres enfants s'ils faisaient quelque chose comme ça? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires comme la mienne.